Voici l'astronaute Bruce McCandless. Il flotte seul au-dessus de la Terre, à plusieurs centaines de pieds de son équipage, avec rien d'autre pour le maintenir en vie qu'une pièce de technologie incroyable, sa combinaison spatiale. Pendant des décennies, la NASA a envoyé des personnes dans l'environnement le plus inhospitalier et invivable que nous ayons jamais rencontré, le vide de l'espace. Cela n'est possible que grâce à ces couches de protection qui forment un vaisseau spatial humain autour de notre astronaute. Et après avoir vu comment tout cela fonctionne ensemble, vous ne verrez plus jamais une sortie dans l'espace de la même façon. Maintenant, avant de pouvoir construire notre combinaison spatiale, nous devons comprendre les dangers contre lesquels notre astronaute doit être protégé, ce que l'exposition à l'espace peut faire à une personne. Ce qui est terrifiant lorsqu'on quitte la Terre, c'est que nous laissons aussi derrière nous toutes les nécessités de la vie, comme l'air par exemple. Nous en avons besoin pour respirer et chez nous, la majorité de notre air est composée de deux éléments clés, l'azote et l'oxygène. Mais l'oxygène est le plus important, sans lui, on étouffe. Cela paraît évident, mais il y a un point auquel vous ne pensez peut-être pas, la pression. L'air qui nous entoure doit être pressurisé. Au niveau de la mer, c'est-à-dire pas sur une montagne, la Terre a une pression atmosphérique d'environ 14,7 psi. Si vous allez au sommet du mont Everest, cette pression descend à environ 5 psi. Nous savons que ceux qui montent là-haut doivent presque toujours emporter des bouteilles d'oxygène supplémentaires, sinon ils tombent malades, deviennent délirants et rejoignent les nombreux corps gelés sur la montagne. Le sommet de l'Everest est à environ 9 km au-dessus de la mer. Bruce, dont nous avons parlé, était à environ 275 km au-dessus de la surface dans sa combinaison spatiale. Là-haut, la pression chute jusqu'à zéro, ou presque, et les effets de cela sur le corps humain vont bien au-delà d'une simple sensation de vertige. Alors, voyons ce qui arriverait à une personne en dehors d'une combinaison spatiale. Dans le vide de l'espace, tous les liquides bouilliront instantanément. Ce n'est pas parce qu'ils chauffent, c'est parce qu'il n'y a rien pour maintenir les molécules ensemble, alors elles se vaporisent et se dilatent en gaz. Les êtres humains sont en grande partie constitués de liquide, donc sans pression pour vous maintenir, le corps se dilaterait rapidement jusqu'à environ 2 fois sa taille normale. C'est assez dégoûtant, mais le problème de température aggrave encore les choses. La plupart des gens pensent que dans l'espace, on gèlerait complètement, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur Terre, la chaleur du Soleil est filtrée à travers plusieurs kilomètres d'atmosphère qui la diffusent et régulent la température. Ressens-tu la différence entre la lumière du Soleil direct et lorsqu'il passe derrière un nuage? C'est un excellent exemple d'isolation et cela fonctionne de manière opposée la nuit. Même si le Soleil a disparu, la chaleur résiduelle est piégée par l'atmosphère et retenue à la surface de la Terre. Si vous retirez l'atmosphère et que vous êtes exposé à la lumière directe du Soleil dans l'espace, comme notre malheureux astronaute sans combinaison, alors la température peut monter jusqu'à 120 degrés Celsius du côté exposé. Tandis que du côté ombragé, là où il n'y a pas de lumière du Soleil, la température descendra en dessous de moins 100 degrés, donc à moitié cuit, à moitié gelé, rien de bon. Et puis, pour couronner le tout, la lumière du Soleil qui n'a pas été filtrée par l'atmosphère terrestre est hautement radioactive. Ce n'est plus vraiment important après tout ce qui t'est déjà arrivé. Donc, on sait que l'espace est terrifiant. Maintenant, comment peut-on te protéger de tout ça? C'est une question à laquelle la NASA a commencé à chercher une réponse au début des années 1960. Voici le premier homme qu'ils ont envoyé dans l'espace, John Glenn, et voici sa combinaison spatiale. Elle a été conçue pour répondre à nos 2 premières grandes préoccupations, lui fournir de l'air à respirer et maintenir son corps sous pression. Tant que la mission se passait bien, John ne serait jamais vraiment seul dans l'espace, sa capsule disposant d'un système de survie complet. Techniquement, il n'avait pas besoin de la combinaison, mais il l'a quand même portée. Tous les astronautes de la NASA après lui ont fait pareil. Nous pouvons ici diviser les combinaisons spatiales en 2 catégories. Il y a les combinaisons de vol, qui sont conçues pour être portées à l'intérieur d'un vaisseau spatial, et il y a les combinaisons d'activité extravéhiculaire, qui sont celles destinées à être portées à l'extérieur du vaisseau spatial. Les combinaisons de vol sont la dernière ligne de défense quand les choses tournent très mal. L'Union soviétique l'a appris à ses dépens en 1971 lorsqu'une capsule habitée a connu une défaillance de son système de survie lors d'un retour d'orbite. Le vaisseau spatial a perdu la pression et les 3 hommes sans combinaison sont morts avant d'atteindre la surface.
Donc, si ce n'était pas déjà évident, c'est une affaire très sérieuse. Parfois, une combinaison spatiale remplie de fonctions. Par exemple, pendant les missions Gemini de la NASA dans les années 1960, les astronautes américains ont quitté leur capsule pour la première fois. Les anciens vaisseaux spatiaux étaient si petits qu'il était impossible de se changer, donc la combinaison de vol devait également servir de combinaison extravéhiculaire. Ils ont utilisé un cordon ombilical pour relier le système de survie de la capsule à la combinaison. L'équipage quittant la capsule, la combinaison comportait des couches d'isolation supplémentaires pour réguler leur température. Une fois dehors, les astronautes ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que de flotter et d'accomplir quelques tâches simples pour démontrer l'utilisation d'outils dans l'espace. C'est parce que l'astronaute était essentiellement dans un ballon en forme humaine. La combinaison n'était pas conçue pour la mobilité, pas encore. Au cours de la décennie suivante, la NASA allait tirer parti de tout ce qu'elle avait appris lors des sorties extravéhiculaires Gemini pour concevoir leur unité de mobilité extravéhiculaire, ou MU. Portées pour la première fois sur la Lune par les astronautes d'Apollo, ces combinaisons ont été améliorées par la NASA pour répondre aux exigences de leurs excursions lunaires avec leur propre système de survie portable afin de recréer à l'extérieur l'environnement du vaisseau spatial. Ensuite, ils ont ajouté des articulations à l'intérieur des bras pour une mobilité supplémentaire, même si les gars avaient toujours l'air assez maladroits en se déplaçant là-haut. L'expérience acquise au cours de 5 alunisages a permis à la NASA d'affiner davantage la combinaison pour en faire un modèle qui serait utilisé exclusivement pour opérer dans le vide de l'espace. C'est l'image que presque tout le monde imagine lorsqu'on pense à une combinaison spatiale, et c'est en grande partie parce que, depuis son introduction en 1983, la NASA n'a apporté aucun changement au design de son EMU. Elle a été éprouvée lors de près de 300 sorties dans l'espace par des astronautes pendant plus de 4 décennies à bord de la navette spatiale et de la Station spatiale internationale. Alors, essayons-en une. Notre première couche de protection s'appelle le vêtement à absorption maximale, autrement dit une couche pour adultes. Pas de pause toilette lors d'une sortie dans l'espace. Puis, nous mettons une combinaison moulante appelée vêtement de ventilation et de refroidissement liquide. Cousu dans le tissu, il y a environ 100 mètres de tubes en plastique qui feront circuler de l'eau tout autour de votre corps. L'isolation de la combinaison retient la chaleur, seule l'eau qui circule vous rafraîchit. D'accord, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Le torse supérieur rigide, ou HUT, descend sur vos bras et votre tête. C'est une coque en fibre de verre qui sert de point central pour fixer les autres parties. À l'intérieur du HUT, sur la poitrine, c'est là que nous avons installé la poche à boisson jetable du scaphandre. C'est une poche d'eau avec une paille qui arrive jusqu'à votre bouche. Sur l'avant extérieur du HUT, des points d'attache serviront à fixer la mini-station de travail, semblable à une ceinture à outils. Au-dessus se trouve le module d'affichage et de contrôle, doté de boutons et interrupteurs pour ajuster précisément l'environnement et les fonctions du scaphandre. Vous ne pourrez pas voir votre torse de l'intérieur, donc un miroir sera fixé à votre poignet et toutes les étiquettes du module de contrôle sont écrites à l'envers pour être lues dans le reflet. Les ensembles de bras, fixés sur les côtés du torse supérieur rigide, comprennent un bras supérieur et un inférieur, disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter aux astronautes. Et puis, sur chaque pièce, il y a une sangle réglable pour ajuster précisément la longueur à vos bras spécifiques. La mobilité est permise par des articulations à roulement à l'épaule et au coude. Elles assurent une rotation fluide grâce à un anneau de petites billes métalliques roulant sur une piste interne. On obtient ainsi une amplitude de mouvement complète tout en gardant une étanchéité parfaite. Se déplacer selon la rotation des articulations diffère du fonctionnement habituel du corps. Les astronautes suivent un entraînement pour habituer leurs bras à la combinaison et éviter de gaspiller de l'énergie à lutter contre elle. Ensuite, nous attachons le pantalon spatial, techniquement appelé l'ensemble du torse inférieur. Il couvre tout, de la taille jusqu'aux bottes intégrées. Ceci se fixe à la cabine à l'aide d'un grand anneau métallique appelé le joint d'étanchéité du corps. 2 autres petites articulations, au-dessus des genoux et des chevilles, permettent de plier sans tourner comme les coudes. Vous pouvez seulement légèrement tordre votre corps d'un côté à l'autre, sur le côté grâce à un roulement à la jonction des jambes et de la taille. D'accord, ajoutons maintenant la couche extérieure de la combinaison spatiale, c'est elle qui sépare réellement votre corps du vide mortel à l'extérieur. La coque est constituée de plusieurs couches, chacune ayant un but précis. En commençant par le matériau le plus interne, il s'agit d'une couche de nylon caoutchouté appelée vessie de pressurisation.
Elle agit comme un ballon pour maintenir la pression et empêcher le sang de bouillir, mais les combinaisons EMU ne sont pas entièrement pressurisées comme au niveau de la mer. Cela les rendrait trop rigides et impossibles à manœuvrer, donc nous maintenons en fait la pression interne juste autour du minimum absolu de 4,3 psi. C'est encore moins que notre alpiniste au sommet du mont Everest. Une sortie dans l'espace est donc très exigeante physiquement et nécessite un soutien supplémentaire pour assurer la respiration des astronautes. Au-dessus, un matériau en polyester tissé nommé Dacron est utilisé pour doubler oreillers et coussins de canapé en raison de sa grande résistance à l'abrasion. Il s'agit de la couche de retenue qui renforce la pression de la vessie. En revoyant les assemblages des bras, on remarque que la vessie et la couche de retenue sont ondulées comme une paille. Cela permet le mouvement dans la combinaison. Le groupe de couches suivant est appelé le vêtement thermique micrométéoroïde. Cela commence par une doublure interne, elle est faite en tissu nylon ripstop qui est essentiellement le même matériau qu'une tente de camping. Cela protège les couches extérieures de l'usure due aux mouvements internes. Ensuite, il y a l'isolation qui est en fait composée de plusieurs couches de mylar aluminisé qui ressemblent beaucoup à du papier aluminium. Vous verrez cela à l'extérieur de nombreux vaisseaux spatiaux et satellites, ce qui leur donne un aspect bricolé. Mais en réalité, c'est une isolation thermique extrêmement efficace qui peut résister à des températures extrêmes, aussi bien chaudes que froides. La couche externe de la combinaison spatiale est en tissu ortho-blanc pour refléter la lumière solaire. Cette couche comprend 3 composants principaux, dont le Nomex, utilisé pour les vestes de pompiers. Le deuxième est le Kevlar, célèbre pour être pare-balles, et ensuite le Téflon, qui est le revêtement des poils anti-adhésives. L'orthofabrique est votre première ligne de défense contre le rayonnement solaire, l'impact des micrométéorites, les débris spatiaux ou tout autre type de situation catastrophique qui pourrait survenir. D'accord, nous savons ce qui maintient les horreurs de l'espace à l'extérieur, parlons maintenant de ce qui nous maintient en vie à l'intérieur. Sur votre dos, il y a un appareil nommé Système principal de support de vie ou PLSS. C'est ainsi que nous apportons les nécessités de la vie sur Terre dans l'espace. Ces unités ont été conçues à l'origine pour les missions de la navette spatiale dans les années 1980 et ce sont toujours exactement les mêmes sacs à dos qui sont utilisés aujourd'hui. 18 d'entre eux ont été fabriqués au départ et 11 sont encore utilisés sur l'ISS, bien que seulement 4 soient en service actif à un moment donné. La réserve d'oxygène occupe la majeure partie du sac. Il y a 2 grands réservoirs principaux en forme de bouteille et 2 petits réservoirs secondaires ronds. Dans la combinaison spatiale, les astronautes respirent uniquement de l'oxygène pur. À l'intérieur de la station spatiale, ils disposent d'un mélange d'oxygène et d'azote similaire à celui de la Terre, mais ils maintiennent également une pression semblable à celle de la Terre, soit 14 psi. Dans l'environnement à basse pression de l'EMU, à 4,3 psi, il faut de l'oxygène pur pour rester conscient, tout comme notre alpiniste de l'Everest. L'alimentation en air passe par un filtre spécial composé d'hydroxyde de lithium. C'est un produit chimique qui absorbe naturellement le CO2 expiré par l'astronaute et maintient une atmosphère d'oxygène pur. Le sac à dos intègre aussi des réservoirs d'eau. Ils sont connectés à votre vêtement de ventilation à refroidissement liquide, l'eau sert seulement au contrôle de la température, pas à boire. Le PLSS fonctionne sur une batterie principale et une de secours. Elles alimentent un ventilateur et un moteur de pompe qui font circuler oxygène et eau dans la combinaison. Tout en haut du sac à dos se trouve une unité radio et une antenne pour communiquer avec les autres astronautes et les équipes au sol de la NASA. Tout cela est enveloppé dans les mêmes couches d'orthofabrique que le reste de la combinaison. Mais il y a une autre caractéristique incroyable sur le sac à dos de l'EMU. Elle s'appelle SAFER, l'aide simplifiée pour le sauvetage lors d'une sortie extravéhiculaire. Voici ce qu'il y a de plus effrayant dans le fait de travailler dans l'espace. Si vous êtes détaché et que vous dérivez, il n'y a rien que vous puissiez faire physiquement pour revenir à la station. C'est là que le système SAFER intervient. C'est comme un petit propulseur à gaz comprimé. Il y a juste assez de carburant à l'intérieur pour vous ramener en sécurité si le pire devait arriver. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que vous voulez utiliser quand tout va bien. D'accord, mettons nos gants. Ils se fixent juste au-dessus du poignet avec un roulement à billes permettant aux gants de tourner. Les doigts ont des coussinets de traction pour une bonne prise et de petits chauffages à l'intérieur pour éviter que les articulations ne se raidissent.
Enfin, nous avons le casque. Comme tout le reste, il est composé de plusieurs couches. La première chose que vous faites en réalité, c'est de mettre ce drôle de bonnet, souvent surnommé le bonnet Snoopy. Il est équipé de micros et de haut-parleurs pour votre système de communication. Maintenant, la partie la plus interne du casque lui-même est une bulle en plastique résistante au choc. Par-dessus, on ajoute l'ensemble de la visière. Une visière de protection descend alors et se verrouille sur la bulle. Ensuite, il y a une visière solaire optionnelle recouverte d'or à utiliser dans des conditions de forte luminosité, ainsi que des pare-soleil en plastique rigide qui peuvent glisser vers le bas et bloquer complètement le soleil. Tout en haut se trouve une unité avec des caméras et des lumières pour que vous puissiez voir ce que vous faites, et pour que les opérateurs du contrôle au sol de la NASA puissent aussi voir. Le casque n'a pas d'articulation à roulement, donc il ne tourne pas quand vous tournez la tête. Cela signifie que tout le torse doit bouger pour regarder à gauche et à droite. Et avec tout cet équipement en place, nous sommes maintenant prêts pour une sortie dans l'espace. Pour un astronaute entièrement formé, enfiler la combinaison ne prend qu'environ 15 minutes, mais il doit y avoir une période d'adaptation plus longue, où vous commencez à respirer de l'oxygène pur, vérifier les fuites, puis dépressuriser lentement pour éviter le mal des caissons. C'est ce qui arrive aux plongeurs en eau profonde quand ils remontent trop vite à la surface. Être astronaute n'est pas un métier facile, mais c'est le prix à payer pour vivre l'une des expériences les plus incroyables qu'un être humain puisse avoir. Si vous préférez rester dans la station spatiale, nous vous montrerons aussi la vie là-bas. Cliquez sur la case à l'écran.